Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Hamza Boukari Yabara, historien, et de nos éditorialistes Samuel Gamok et Daoud Attal. La baisse des cours du pétrole met à mal les économies des pays africains producteurs. Réunis à Malabo, en Guinée équatoriale, au sein de l'APA, l'association des producteurs de pétrole africains, les États membres sont penchés sur une stratégie pour éviter de dépendre du marché international des hydrocarbures. Reportage de notre correspondant Serge Kofi. Une réforme de l'Association des producteurs de pétrole africains pour ne plus être à la merci du marché international de pétrole. Les pays membres de l'Association des producteurs de pétrole africains réunis ce lundi à Malabo ne veulent plus subir les effets négatifs du yo-yo du brut sur le marché international. Au sein de l'APA, des voix s'élèvent pour que les pays africains producteurs de pétrole trouvent le moyen de régler définitivement le déficit énergétique existant grâce à une meilleure concertation entre les États membres. Mais cela doit aussi passer par une réforme de l'organisation. Une organisation comme l'APA doit être celle qui doit sonner l'alarme. Guinée équatoriale, Gabon, Angola, attention. Les prix sont en train de chuter, il faut prendre des mesures. Malheureusement, notre association n'a pas joué ce rôle. Nous prenons des dispositions pour que cette organisation soit la première qui appuie sur le bouton d'alerte. Nous devons apprendre de nos erreurs. Nous avons appris que nous sommes à la merci du marché et nous voulons que dans le futur, dès qu'il y ait une chute des prix, que nous soyons mieux préparés. La chute des prix du pétrole se prolonge et s'amplifie et les pays producteurs de pétrole africains s'inscrivent dans une nouvelle dynamique de sécurité énergétique. Elle portera sur la coopération énergétique entre les États, mais visera aussi à atteindre la transition énergétique qui permettra de porter un regard sur de nouvelles sources d'énergie. Il faut que nous allons vers les ressources renouvelables qui sont quand même relativement abondantes en Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir que le soleil est quand même assez abondant en Afrique, l'hydraulique est assez abondante en Afrique, le vent est assez abondant en Afrique, et toutes ces énergies-là, justement, très bien gérées, très bien rationnées, peuvent permettre aux Africains de pouvoir consommer significativement donc, des ressources énergétiques et permettre justement à l'Africain moyen de pouvoir accéder à l'énergie moderne et de façon à un coût moins cher. Créée en 1987 à Lagos au Nigeria, l'Association des producteurs de pétrole africains regroupe 18 États membres. Face à une baisse continue des cours du pétrole, l'enjeu de cette organisation est aujourd'hui d'assurer le leadership pour que son action soit un atout pour ses États membres. Samuel, les pays africains producteurs de pétrole peuvent-ils réellement dépendre moins du marché international des hydrocarbures? Il est clair que pour le moment, non. Pour le moment, c'est difficile parce qu'on ne change pas la politique économique d'un pays du jour au lendemain. Il faut mettre en place tout un long processus qui obéit à des études de faisabilité, à des productions intellectuelles correspondant aux réalités politiques et économiques du pays. Donc pour le moment, il est difficile d'envisager une telle chose. C'est juste qu'il faudra attendre encore d'observer les effets pervers de cette chute des cours du pétrole. Ce que je voulais précisément souligner dans le cadre de cette thématique, c'est que le principal défi de ces pays, ça va être de maintenir les équilibres budgétaires. À partir du moment où le pétrole est la ressource principale pour les recettes de l'État, il est difficile de maintenir le fonctionnement de l'État, les dépenses de l'État, tout en n'ayant pas les recettes appropriées. Un pays comme la Guinée équatoriale, aujourd'hui, est en récession depuis 2013, non seulement à cause de la chute des prix du cours du pétrole, mais aussi en fonction, cette réalité est liée à la baisse de sa production. Donc, le pays se trouve dans un cercle qui est extrêmement vicieux parce que finalement, la Guinée équatoriale est obligée, heureusement pour le président Obiangema, d'avoir investi sérieusement dans les infrastructures économiques des pays qui ont une stabilité beaucoup plus durable, notamment le Portugal et un peu partout. Donc aujourd'hui, le pays est obligé d'aller puiser dans ces réserves-là. Et combien de temps le pays pourra maintenir les équilibres budgétaires, c'est la vraie question et c'est le principal défi qu'il faudra relever. Daouda, en quoi l'APA, l'Association des producteurs de pétrole africains, peut participer à une refonte du système ?
Une refonte du système, une association, ce qu'elle peut faire, comme celle-ci en tout cas, c'est de la mutualisation des idées, des moyens d'action, un plaidoyer éventuellement, mais sauf que j'ai bien peur que cette association soit impuissante face à aujourd'hui ce que l'on constate, la chute du cours du baril, puisque le phénomène est beaucoup plus international, c'est mondial, et que malheureusement, même le PEP, qui est une association plus grande, n'a pas de maîtrise sur ce qui se passe. Donc, mais c'est bien déjà de s'associer et de mutualiser les moyens. Ça permet quand même de pouvoir identifier des solutions en commun. Mais ça ne va pas forcément résoudre le problème tout de suite. Il faut aller vers la diversification, on l'a toujours dit. Je rejoins effectivement Samuel sur ce qu'il disait tout à l'heure. Quand vous avez, si on prend la CEMAC par exemple, vous avez 70% des recettes d'exportation en gros liées au pétrole. Vous avez quasiment un tiers du budget et parfois plus dans d'autres pays comme la Guinée équatoriale. Où est-ce que vous allez trouver les recettes? Donc effectivement, la Guinée équatoriale est dans une période de récession. Mais j'espère simplement que ça ne va pas virer vers la dépression parce que ce serait plus durable. Et j'espère que, mais bon, l'intelligence équato-guinéenne saura sans doute se mettre en marche. Je l'espère pour eux en tout cas. Merci. Dans l'actualité également en Guinée, les conditions pour la création d'entreprises s'améliorent depuis 2011. 11 000 entreprises ont ainsi été créées, et cela en grande partie grâce à l'Agence de promotion des investissements privés. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. Le climat des affaires est chaque année plus attractif en Guinée. Malgré le passage de l'épidémie d'Ebola qui a pesé lourdement sur l'économie du pays, la création d'entreprises n'a pas connu un ralentissement. Les réformes économiques mises en œuvre ces 5 dernières années, avec notamment la création d'un guichet unique et l'allègement des charges de création d'entreprises, ont participé à mieux qualifier ce secteur. À l'Agence de promotion des investissements privés APIP, on note une croissance nettement significative chaque année depuis 2011. Depuis 2011, je pense qu'on est à peu près à 11 000 entreprises créées. En 2014, nous en avons créé 3 300 et en 2015, 4 600. Et je pense que cette année, nous sommes dans un élan où on va créer beaucoup d'entreprises. Ce qui prouve que l'activité économique reprend. La chose que nous essayons de faire actuellement à la PIP et qui va être fait cette année, c'est de véritablement être un véritable observatoire pour nous assurer que les entreprises qui sont en cessation d'activité, qu'on puisse aussi avoir cela dans nos statistiques. Depuis sa création, la PIP a pour mission de faire de la Guinée un carrefour des investissements en Afrique à l'horizon 2025. Cette ambition s'est traduite par l'organisation sans cesse de forums d'affaires avec des pays étrangers afin d'exposer les potentialités d'investissement qu'offre la Guinée. Le retour progressif du bon climat des affaires depuis 2011 a occasionné une hausse de volume de production. Avec la fin qu'on espère pérenne de l'épidémie à virus Ebola, avec le lancement d'autres projets, avec l'électricité qui est revenue, un climat sociopolitique apaisé et beaucoup d'investissements qui sont annoncés et qui vont débuter cette année, je pense que cela augure très bien pour les prochaines années pour la Guinée. C'est un pays avec beaucoup de potentiel, où tout est à faire. Et les gens le voient. La Guinée figure encore parmi les pays les moins avancés de la planète, avec un revenu annuel moyen par habitant de $300 américains. De le défi actuel de promouvoir le développement des affaires et ainsi lutter contre la pauvreté à travers la création d'emplois. Avec un taux de croissance d'environ 4% attendu en 2016, l'économie devrait encore mieux se porter dans les années à venir. Daouda, la création d'un guichet unique d'une part et l'allègement des charges de création d'entreprises d'autre part, ce sont les mesures essentielles qui ont contribué à la création d'entreprises? Oui, c'est toujours des mesures importantes. Quand vous limitez le temps pour créer une entreprise, ça motive les gens à aller créer et aussi ça motive le secteur informel à formaliser son activité. Donc à ce titre-là, ce sont des mesures qui sont importantes. Donc la Guinée a gagné quelques places entre 2015 et 2016. Il y a un certain nombre d'efforts qui sont faits à ce niveau-là, mais beaucoup reste à
à faire également. Il y a la problématique de l'accès au financement, on en parle souvent, on le sait, puisque quand vous créez une entreprise et que vous n'avez pas accès au financement, c'est difficile. D'autre part, il y a aussi une politique fiscale qui est là. Par exemple, si vous incitez le secteur informel à formaliser son activité, ça veut dire que vous allez lui prélever des impôts après. S'il n'y a pas une véritable politique de communication en direction de ces acteurs-là, c'est pas dit que ça marche qu'ils puissent suivre vos politiques, puisque bon, quand on vous dit il faut payer un impôt, il y en a qui vont pas être motivés du tout. Donc à ce niveau-là, il y a des mesures d'accompagnement à avoir, mais surtout, moi j'ai envie de dire, c'est très bien que la Guinée ait gagné quelques places à ce niveau-là. Le pays devient de plus en plus attractif, ça c'est un constat réel, mais il faut que le privé national en profite, que ce soit l'allègement fiscal, que ce soit les problèmes liés en tout cas les formalités, l'allègement des formalités, tout un nombre de choses comme ça, toutes ces mesures, les infrastructures, l'accès à l'énergie, avant que les entreprises étrangères en profitent, il ne faut pas que ce soit fait que pour le secteur minier, il faut que ce soit fait pour développer véritablement un tissu de petites et moyennes entreprises locales, parce que le développement va dépendre véritablement de ça. Et tout dernier point pour la Guinée, je pense que l'adhésion de la Guinée à l'Union économique et monétaire ouest-africaine serait quand même bienvenue aujourd'hui, là où le pays se relance, puisqu'on sait que le franc guinéen, la monnaie locale, est quand même assez faible par rapport à ses voisins qui ont le CFA. Je pense que compléter l'intégration et rejoindre l'UEMOA, ce serait, à mon avis, une bonne chose pour l'économie guinéenne. Merci. Tout de suite, notre chiffre du jour. Les fonds d'investissement dédiés au continent africain ont levé un montant record de 3,89 milliards de dollars en 2015, un montant en progression de 51% par rapport aux 2,57 milliards de dollars levés en 2014 et qui s'expliquerait par des opportunités d'investissement dans les secteurs des télécommunications, des infrastructures, les biens de consommation et les services financiers. Samuel, comment expliquer que les fonds d'investissement dédiés à l'Afrique aient levé ce montant record? Oui, et ces fonds le font parce qu'il y a de nouveaux espaces de liberté économique sur le continent, notamment en termes de nouvelles technologies. Il y a le secteur des services qui est en très forte expansion, et donc face à la rareté des financements au niveau international, il y a cette coopération intracontinentale, coopération financière, j'entends, qui se dynamise. Simplement, il faut être très prudent parce qu'il faudrait que ces fonds d'investissement puissent servir à l'investissement durable, pas simplement sur la consommation. Et quand on voit très bien comment les choses se structurent sur le terrain, on voit que ces fonds sont directement destinés soit à la consommation, soit au service. Mais maintenant, il faudrait réorienter ces fonds vers l'investissement beaucoup plus productif, beaucoup plus durable, notamment en termes d'infrastructures. Et il ne faudrait pas épuiser notamment les ressources du continent parce qu'il y a rareté de financement international et parce que des régimes politiques et des systèmes politiques ne sont pas attractifs. Ça va poser de sérieux problèmes si on ne gère pas prudemment ces ressources que le continent a face à la rareté internationale. Daouda, les fonds d'investissement, ils cherchent avant tout des marchés à fort potentiel de croissance. Oui, un fort potentiel de croissance, et on sait que l'Afrique est l'un des marchés qui a le potentiel de croissance le plus fort aujourd'hui dans le monde, on peut le dire, puisque tout est à faire. Quand les autres pays ont atteint un certain niveau de développement et qu'il n'y a plus beaucoup de marge, en Afrique, tout est à faire. Donc effectivement, et ça ne m'étonne pas ce résultat. Et juste dire que c'est une réponse à l'accès au financement et ça concerne toute la thématique qu'on peut appeler la finance participative. Un jeune a un projet et veut en tout cas trouver de l'argent. Les banques ne prêtent pas. Il y a ces fonds qu'on appelle l'equity qui peuvent dire, au fond on peut dire, bon ben voilà, moi je crois à ce projet-là, je vais prendre des actions dans ce fonds pour permettre à l'entreprise de se développer et puis après moi je récupère des dividendes, puisque c'est ça l'equity. Donc la finance participative doit se développer en Afrique, il y a encore une grande marge à faire, y compris dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui le crowdfunding, c'est-à-dire le financement par la foule, où sur Internet, il y en a qui cotisent, etc., pour des projets bancables. Donc à ce niveau-là, ça se développe partout dans le monde, sauf en Afrique. Il faudrait
que les banques puissent s'y mettre, que les États accompagnent pour que chaque projet puisse être financé par n'importe qui, n'importe où il puisse se trouver dans le pays ou à l'étranger. Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 3e volet de cette semaine consacrée au Niger. Hamza Boukari Yabara, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Samuel, merci également. Merci Fanny, bonsoir. Et Daouda, merci d'avoir été là. Merci Fanny, c'est un plaisir renouvelé. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.